On entame direct l'exploration des premiers chapitres de Nexus Volume 1, Les cobayes de l'infini. C'est un thriller de science-fiction dystopique absolument fascinant. L'histoire nous plonge dans les rouages d'une expérience institutionnelle aussi prestigieuse que complètement secrète. Le but de cette plongée aujourd'hui, c'est de décortiquer comment une illusion parfaite est méticuleusement construite pour attirer les esprits les plus brillants et surtout comment cette perfection commence peu à peu à craquer de partout. Et on commence fort avec cette épigraphe glaçante qui donne tout de suite le ton du livre. La confiance est le mensonge le plus facile à vendre. Ça pose immédiatement le thème central, la tromperie. Avant même de découvrir la promesse apparemment utopique de l'histoire, l'auteur nous lâche cet avertissement. La confiance aveugle envers l'autorité et le prestige, c'est exactement le piège géant dans lequel nos protagonistes vont plonger tête la première. Alors parlons-en de ce fameux centre de recherche Nexus. Sur le papier, c'est l'Eldorado de la communauté scientifique. On parle d'une organisation internationale d'élite, avec des moyens colossaux, qui repoussent sans cesse les limites de la biologie moléculaire, de la génétique et de l'astrophysique. L'image qu'il renvoie au monde est juste immaculée, une utopie scientifique dédiée à 100% au progrès humain. Même leur logo, cette double hélice entourée d'un cercle d'étoiles, tout est fait pour forcer le respect absolu. Mais le détail qui tue dans cette sélection, c'est ce chiffre 42. C'est ce qui donne au programme Horizon son échelle à la fois massive et ultra exclusive. Pour réaliser l'enjeu-là, seulement 42 lycéens minutieusement choisis sur l'ensemble de la France et de ses territoires d'outre-mer. C'est rarissime. Et cette rareté, elle est calculée pour déclencher un sentiment de privilège total chez les quelques ados qui ont la chance de trouver cette énorme enveloppe blanche dans leur boîte aux lettres. Et l'invitation en elle-même est une arme de séduction massive. L'offre est juste irréprochable. Une immersion totale de 3 mois, 0 frais à prévoir, un encadrement direct par 83 pointures mondiales de la recherche et un réseau d'anciens élèves placés à Oxford, au MIT ou à Tokyo Tech. Bref, c'est impossible de dire non. C'est une proposition chirurgicalement calibrée pour flatter l'ambition des jeunes, tout en balayant d'un revers de main les inquiétudes financières ou académiques des parents. Maintenant, passons aux élus eux-mêmes, avec une véritable étude de contraste. C'est super intéressant de voir comment un groupe d'élèves réagissent différemment à une opportunité qui a l'air si parfaite. On a 3 perspectives clés face à ce stimulus qui va changer leur vie. D'abord, on a Lyra, une étudiante brillante qui rationalise sa sélection par la logique scientifique et qui fonce avec un enthousiasme limite aveugle. Ensuite, Kael. Lui, c'est l'observateur du groupe. Il cherche toujours l'embrouille, la clause cachée en petits caractères, ce qu'il maintient dans une suspicion prudente. Et enfin, Sam Lefebvre. Et ça, c'est captivant, parce que Sam vient tout juste de publier une lettre ouverte pour dénoncer les dérives de la recherche génétique non réglementée. Et paf, il est sélectionné. Forcément, ça déclenche chez lui une paranoïa totalement justifiée. Pourquoi une institution comme Nexus inviterait-elle le mec qui les critique publiquement? Et cette question du pourquoi nous amène directement à la figure d'autorité centrale de cette histoire, le docteur Elias Vorn, pour une vraie leçon de manipulation. L'entrée en scène du Dr Vorn lors de la réunion d'information au lycée, c'est un cas d'école. Le type débarque, ultra charismatique, costume taillé sur mesure, et il lâche directement au micro « Pourquoi vos enfants ?» En abordant frontalement la plus grande angoisse, souvent inavouée des parents, il les désarme sur place. Il ne fuit pas le doute, il s'en sert pour asseoir sa prétendue transparence. C'est brillant et franchement effrayant de maîtrise. Derrière, Vorn sort l'artillerie lourde des garanties institutionnelles pour verrouiller son public. Il enchaîne les arguments béton, accréditations éthiques européennes, audit annuel de l'INSERM, suivi médical quotidien des élèves et même des appels vidéo garantis chaque semaine. Il tisse une toile de respectabilité tellement dense, bourrée de jargon officiel, que ça anesthésie complètement l'esprit critique de l'auditoire. L'illusion de sécurité est absolument totale. Sauf que voilà, les façades les plus lisses sont celles qui cachent les pires fissures. On va maintenant laisser tomber le discours bien rodé de l'entreprise pour traquer les indices beaucoup plus sombres semés par l'auteur. La façon dont les anomalies s'enchaînent est redoutable. On sent la tension monter petit à petit. Ça part d'un pauvre SMS inexpliqué le premier jour, puis un petit décalage pendant la grande réunion, et ça finit carrément par des micros cachés et un isolement total le jour du départ. Le coup de génie de cette narration, c'est que la cage se referme en douceur sur les personnages, sans qu'ils ne captent vraiment ce qui se passe, avant qu'il ne soit trop tard. Le tout premier drapeau rouge est super révélateur quand on s'y penche. Kael reçoit cette fameuse lettre d'invitation hyper formelle par la poste, hyper confidentielle. Mais le même matin, son téléphone vibre. Un SMS d'un numéro à 12 chiffres. « Félicitations pour votre sélection, Kael. Nous avons hâte de faire connaissance. » Attendez, la lettre ne demandait aucune coordonnée. Il n'a rempli aucun dossier. Le fait que Nexus ait déjà son numéro privé et lui parle de manière aussi familière, c'est une intrusion franchement glauque.
Ce qui nous mène au fameux incident pendant la séance de questions-réponses. Devant tous les parents, Kael prend le micro et demande Cash comment l'organisation a eu son numéro. Et là, l'instant décisif. Le docteur Vorn a une micro-hésitation. C'est l'affaire d'une fraction de seconde. Derrière, il recrache une excuse super logique sur les fiches administratives des lycées. Mais pour des esprits aiguisés comme Kael et Sam, ce silence, c'est la preuve absolue que les réponses de Vorn, aussi fluides soient-elles, sont des mensonges appris par cœur. Le 1er novembre, le voyage commence enfin et l'ambiance devient tout de suite hyper clinique. Les ados montent dans ces immenses bus blancs, ultra propres, sans aucune indication de destination. Et les consignes pour les bagages annonçaient déjà la couleur. Interdiction formelle d'emporter des appareils photo pro ou du matériel informatique poussé. Ils mettent les pieds dans un environnement pensé pour neutraliser toute tentative de documenter la réalité. Et le cauchemar devient bien réel au milieu du trajet. Sam attire l'attention de Kael sur l'appui-tête juste devant lui. Il lui montre un trou minuscule, un cercle parfait, calé exactement à 9 heures par rapport à l'écran du siège. C'est beaucoup trop régulier pour être un défaut d'usine. C'est un microphone caché. C'est le moment de bascule où ils comprennent qu'ils ne sont pas des étudiants en route pour la gloire, mais bel et bien des cobayes sur écoute. L'isolement devient total avec le détail qui tue. 0 barre sur les téléphones. Pendant que le bus s'enfonce dans une zone de la Normandie qui n'existe même pas sur les GPS classiques, le réseau cellulaire s'évapore complètement. Le tout dernier fil qui reliait encore ces jeunes au monde extérieur, à leur famille, vient d'être sectionné. On aborde la dernière ligne de droite, un voyage sans retour. Ces 42 adolescents, la crème de leur génération, se retrouvent littéralement pris au piège, coincés dans une cage roulante. C'est le moment parfait pour repenser à cette phrase foudroyante du début. Ils nous ont promis les étoiles. Ils ne nous ont pas dit qu'ils nous offraient aux monstres. La manipulation a fonctionné à la perfection. Le prestige a rendu tout le monde complètement aveugle, y compris les adultes censés les protéger. Et maintenant, ils foncent droit vers les ennuis. Et voilà, le centre Nexus a désormais une emprise totale sur ces esprits brillants. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui attend concrètement ces 42 élus quand les lourdes portes du centre vont se refermer sur eux? Quel genre de recherche inavouable justifie un tel niveau de paranoïa et de secret? C'est sur ce suspense total que se termine cette exploration. Ça donne évidemment envie de se ruer sur la suite pour découvrir la vérité, et ça rappelle surtout une leçon essentielle. Face à une perfection un peu trop lisse, l'esprit critique est littéralement notre seule arme.